Ce sont des images postées sur les réseaux sociaux. Une chasse aux étrangers, voilà comment les ressortissants ouest-africains vivant en Angola résument l'opération de police lancée depuis le 19 décembre dernier à Luanda. Plus de 3000 étrangers ont été raflés dans les rues de la capitale angolaise. Avec ou sans papier, les étrangers sont arrêtés dans les mosquées, dans les maisons et conduits de force dans des centres de rétention où ils passent plusieurs jours, voire même des mois, dans des conditions extrêmement difficiles. Parmi eux figurent plusieurs Guinéens, considérés comme l'Eldorado des Africains, plus précisément la Guinée. Aujourd'hui, ce pays décide de lutter contre l'immigration clandestine. Nos consuls ne font rien pour nous sortir de cette impasse. Ils sont presque tous commerçants ici, qui ne défendent que leurs intérêts égoïstes. Ils restent bras croisés en nous laissant dans la merde. C'est vraiment regrettable pour une nation comme la Guinée d'abandonner sa communauté dans une telle situation. Dans sa dernière conférence de presse, le ministre des Guinéens de l'étranger a affirmé que les Guinéens sont les plus nombreux en Angola après le Congo et sont les plus victimes des violences policières. Il y a 11 mosquées en Angola et le 9 appartiennent aux ressortissants guinéens. Et la descente a commencé dans les mosquées parce qu'ils savaient qu'en ce moment précis, la majeure partie des Guinéens devaient se retrouver dans les mosquées. Donc ils ont procédé à une vaste campagne d'arrestation dans les mosquées, dans les magasins, parce que le petit commerce est détenu par les ressortissants guinéens, et même dans les maisons. Donc il y a eu 3045 personnes qui ont été arrêtées, concernant 35 nationalités, dont la Guinée. Mais comme la Guinée, c'est la communauté la plus nombreuse après la RDC. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils ont libéré 2161 personnes. Mais il reste encore 884. Mais on ne peut pas vous dire précisément, parmi ce nombre, il y a combien de Guinéens. Avec ou sans papier, les Guinéens résidant en Angola sont confrontés à d'énormes difficultés, des fois même assassinés. Pourtant, ce pays, tout comme d'autres pays africains, ont obtenu leur indépendance grâce à la Guinée d'Ahmed Sékou Touré. C'est pourquoi nombreux sont ces Conakrikas qui fustigent le comportement des Angolais face à ses frères africains. Les Angolais ne sont pas reconnaissants envers la Guinée et les Guinéens. Si on a un bon gouvernement, il doit s'impliquer dans cette affaire où les Guinéens sont maltraités, surtout lorsqu'on va les chercher jusque dans les mosquées. Les Angolais ne doivent pas agir tel à l'égard des Guinéens. Au temps de Sékou Touré, ce sont ces mêmes Guinéens qui ont participé fortement à l'indépendance de l'Angola. Même à l'hémicycle, les députés sont inquiets de la situation des Guinéens en Angola. Ce député, lors du passage du ministre d'État aux Affaires étrangères pour défendre le budget sectoriel de son département, lui a demandé de fournir assez d'efforts afin de redonner aux Guinéens leur titre d'antan. Il vous souviendra que c'est l'armée guinéenne, appuyée par l'armée cubaine, qui a œuvré à la liberté et à la libération du peuple angolais. Comment aujourd'hui, à moins de 30 ans, et devant nous tous encore, les Angolais se permettent d'embarquer nos enfants manu militari, souvent nus, pour les rapatrier chez nous. Et nous continuons encore nos relations avec Angola. Il faut noter que ce type d'opération n'est pas rare en Angola. Officiellement, ce pays où bon nombre d'Africains pensent trouver le meilleur décide de lutter contre l'immigration clandestine. Le ministre Banta Masso exhorte les Guinéens vivant dans les autres pays étrangers à se mettre en règle et de ne pas se lancer dans la vente des produits illicites. En ce qui concerne l'Angola, il demande aux autorités de libérer les détenus guinéens. Où allons-nous si nos propres frères africains nous rejettent de la sorte? Que pouvons-nous dire si cela était du côté de l'Occident? À quoi sert en ce moment l'Union africaine ou encore le panafricanisme? Avant la militarisation de Womé, 3 journalistes et techniciens ont perdu leur vie lors des affrontements récents dans ce village. La famille des associations de presse a lancé un téléthon pour collecter des fonds pour les journalistes qui ont perdu leur vie dans le drame de Womé. Compatissant à la douleur de ces familles victimes, il est venu au directeur national des arts de Guinée de remettre des chèques aux différentes familles. La maison de la presse, au titre des contributions au téléthon organisé en faveur des familles des agents de santé au départ décédés des suites d'Ebola, a reçu la somme de 53 645 000 francs guinéens. La liste des donateurs. Le personnel de la maison de la presse de Guinée, 1 200 000 francs guinéens en espèces. Rio Tinto, 5 millions par chèque.
La plateforme des citoyens unis pour le développement, le PQD ou la PQD, 2 millions de francs guinéens par chèque. Le Lions Club, 5 millions de francs guinéens. Après ce geste, ces familles victimes se sentent très émues et surprises. C'est une satisfaction pour elles. C'est un sentiment de joie. Réellement, nous sommes très contents. Je prie tout un chacun de continuer la prière pour le repos de leur âme, et parce qu'ils sont partis au service de la nation, ils ont péri, et que Dieu les accueille dans le paradis céleste. Au dire du président du conseil administratif, la Guinée est une famille unie et indivisible. On l'oublie assez souvent, je viens de le dire, que la devise de notre pays, c'est travail, justice, solidarité. Il est normal qu'en tant que responsable des médias, qu'on soit le plus solidaire envers nous-mêmes. C'est dans cet esprit et dans cet élan que nous avons mobilisé ce Téléthon pour venir en aide, appuyer un peu les familles de nos confrères décédés à Omé. Il faut noter que chaque famille victime a reçu un montant de 17 millions de francs guinéens, sans oublier les rescapés de Womé qui ont bénéficié d'une somme d'1 500 000 francs guinéens par personne. Suite à la demande des familles d'acteurs, tous unanimes sur la mise en place du comité de pilotage qui aura désormais la lourde tâche de préparer les états généraux de la société civile guinéenne de la plateforme des citoyens unis pour le développement. La PQD a rencontré les mouvements syndicaux, les ONG et certains membres de la société civile ce samedi à son siège à Kipé dans la commune de Ratoma. Quel est l'objet de cette assise? Une journée qui consiste à amener les représentants des familles d'acteurs à donner leur réflexion, leur contribution sur ce qu'ils croient être le comité de pilotage et les critères de choix de ses membres, et que cela puisse nous permettre d'avoir, lors de ces assises, des documents qui nous fassent avancer. Ces documents seront des projets qui vont être validés à cette occasion, sont ces budgets consolidés par le comité de pilotage qui seront les budgets ou le budget des états généraux de la société civile. Au dire de ces participants, ils ont fait défection au CNOX parce qu'ils ne croyaient plus à l'idéologie de cette organisation et décident de rallier la PQD. Vous savez que quand le CNOX a été créé, les syndicats ont pris une part active dans son fonctionnement. Mais il est arrivé à un moment, ces bons messieurs qui constituaient le noyau du CNOX faisaient ce qu'ils voulaient. Donc ils agissaient comme ils voulaient. Nous avons fait le bon choix en rejoignant la PQD, qui a la même vision que nous. C'est pourquoi je demande à ceux-là qui sont encore hésitants de ne pas faire confiance à la démarche, de ne pas comprendre la nécessité qu'il y a d'aller vers ces états généraux, de venir, de nous rejoindre, chacun à son rôle à jouer. S'agissant du fossé existant entre les organisations de la société civile guinéenne et la PQD, le président du réseau national dynamique citoyen explique. Il ne faut pas s'étonner que je sois là. Ceux qui le disent, c'est pour amuser la galerie, pour distraire la dynamique de reconstruction de la société civile. A signaler que la PQD, après ses concertations avec les acteurs de famille, va procéder à la construction des états généraux en vue de concrétiser cette organisation. Comme il est de coutume dans le monde, les fins d'année sont marquées par des moments de festivité et de joie. Cette année en Guinée, la particularité est symbolisée par les drames causés par la maladie virale Ebola. C'est suite à cela que le gouverneur de la ville de Conakry a décidé d'interdire les manifestations de masse afin d'éviter la contamination du virus. D'autres mesures ont été prises, entre autres l'interdiction des pétards et feux d'artifice. Pour certains citoyens, c'est une décision salutaire. On doit fermer. Quand on dit de fermer, on doit fermer. Parce que quand il y a regroupement, forcément, il y a contact. Et quand il y a contact, il y a contamination. On ne peut pas dire que tous ceux qui sont là-bas doivent laver les mains. Et après, il y a la sueur. Et nous savons que la transaction se fait aussi par la sueur. Donc, je crois bien que tous les Guinéens, nous devons nous donner la main pour essayer de respecter cette loi. L'interdiction par rapport à la fête, c'est un devoir au gouvernement de nous alerter pour non pas que
ça s'alourdit ce qu'on vit maintenant. Ok, bon, si eux aussi ne nous donnent pas, je pense bien, qu'ils ne nous informent pas, il faut stopper, le Guinéen, on va dépasser les bornes. Par contre, d'autres estiment que les feux d'artifice et pétards donnent plus d'éclat et de lumière à la fête. Selon moi, je ne suis pas pour. Pourquoi? Parce que les dispositions ne sont pas prises. Comment? Parce que la fête de fin d'année, partout là où on passe dans le monde entier, tout le monde s'organise ça très bien. Non, on est des jeunes, on ne peut pas passer notre temps parce que c'est les fêtes, il faut qu'on sorte. Ça c'est forcé. Ça c'est forcé vraiment. Il faut qu'on sorte. Parce que si on reste à la maison, c'est les fêtes vraiment. Depuis un certain moment, plusieurs décisions sont prises mais ne sont ni appliquées ni respectées. La dernière en date était la fermeture des plages. Le paradoxe de cette décision est qu'aujourd'hui, à chaque carrefour de Conakry, l'on assiste à des prestations de danse folklorique Faregnari qui regroupent des centaines de personnes, sans pour autant oublier les boîtes de nuit, les événements sportifs et les concerts dans les hôtels. Pourtant, il faut signaler que c'est à cause de cette épidémie d'Ebola que le pèlerinage à la Mecque n'a pas été effectué par les musulmans guinéens et l'ouverture scolaire encore incertaine. À quoi s'attendre l'année prochaine si ces décisions ne sont pas appliquées? En cette période de fête de fin d'année, les marchés ne font toujours pas le plein. Boutiques et tables sont pleines d'articles. Des tenues, des chaussures, sans oublier les parures, tout est prêt, sauf que la clientèle se fait rare. Surtout dans ce grand centre commercial qui jadis était nourri d'ambiance en ces moments de fête. Pour ce vendeur d'habits, leur commerce est affecté par la présence de l'épidémie de la maladie Ebola dans le pays. À l'époque, mais depuis Djankrakou Menara, vraiment au bras d'activité, dans le qui-vive, ce commerçant ne tarit pas de plaintes. Non, année passée, quand ça nous m'a donné, matrique de gagnant m'a pas que mais tinté à des centaines de parce que année passée, il y a un wati mais ou un kawatisi. Mais wati mais tinté à des ailleurs là quoi. Ces commerçants situent la précarité du moment à la rareté des clients. Selon eux, la maladie Ebola est à l'origine. Ouais, Ebola ko fana e joulan kan doni. O joulan kan doni. Bana ali demusonen si c'est kene mo e boa kene mo e ba demusonen bolo mina kale na yila fani na gbe. Doli no ali ne ni onya. Ala fo ki albla ko jankro boni ki kan al son jankro do. Erai. O be fana ali marché ko fana ngbele ya. Mo sare mati mabe nde na 5 000 na fema 3 000 2 000 isa kele rire makuye transport fima iduti fima i place fima i degema inu fa des fois im premier client ya tistoma ino mal de kel fege sage hanu mare musareso ibarato donc mon dogo na dogoine. La Guinée secouée par l'épidémie à virus Ebola, tous les secteurs d'activité socio-professionnelle restent paralysés. Depuis l'apparition de la maladie en début d'année, c'est tout le pays qui ressent les séquelles de l'épidémie au quotidien. Après une année difficile traversée par certains pays ouest-africains, vu la maladie qui sévit dans cette région, particulièrement la Guinée-Conakry, la culture n'est pas en reste. Plusieurs activités culturelles à caractère public ont été annulées par les autorités guinéennes. Également, les drames de Lambagny, de Rogbané ont été des éléments déclencheurs qui ont précipité cette décision. Zano Williams, homme de culture et directeur des arts de Guinée, a nettement signifié le bien fondé de cette décision. Qui dit urgence sanitaire nationale dit automatiquement qu'il faut prendre des dispositions pour éviter le maximum de rassemblement. Et comme je vous l'ai dit, dans ma qualité, double qualité de directeur de Select Communication et de directeur national des arts, et je ne peux pas dire inviter les autres à s'abstenir d'organiser et que moi aussi je me mette en côté à organiser. Soyons quand même un peu responsables. Poursuivant son intervention, au-delà de ce coup d'arrêt des manifestations culturelles, Zano Williams a aussi donné une précision sur le droit d'auteur que les artistes guinéens réclament souvent. N'est pas membre du bureau guinéen des droits d'auteur qui n'est pas allé déclarer ses œuvres et se prémunir d'une carte du bureau guinéen des droits d'auteur. Mais entre nous, mettez-vous à la place du bureau guinéen des droits d'auteur.
est-ce que les diffuseurs s'acquittent de leurs devoirs? Jeannot Williams a également demandé aux Guinéens de croire à leur culture tout en exhortant la nouvelle génération de faire un pas en arrière. C'est vrai que juste raison de retourner à nos racines. Et c'est la chose la plus facile. N'allez pas chercher ce que vous ne trouverez pas ailleurs alors que vous avez tout chez vous. C'est aussi simple que ça. Tant que nous ne ferons pas de production nationale dignes de nous, surtout qu'on a le terroir qui est très riche, je crois que nous ne ferons que reculer. Toutes les nations émergentes le sont parce que ces nations ont mis les valeurs culturelles au devant de tous leurs projets de développement. Malgré que tous ces obstacles qui empêchent la culture guinéenne d'évoluer à l'interne, ceux de l'international restent toujours le porte-flambeau de notre culture d'ailleurs. Retourner à notre culture n'est pas retourner à l'état sauvage, mais c'est la culture elle-même. Sécurité renforcée autour du tribunal d'Abidjan pour un procès très attendu. Simone Gbagbo, l'accusé vedette, affiche un large sourire alors que ses partisans se sont passé le mot pour venir la soutenir. L'ex-première dame est détenue depuis le début du mois dans une école militaire d'Abidjan après avoir passé 3 ans et demi en résidence surveillée dans le nord du pays, des conditions dénoncées par la défense. Les droits de la défense n'ont pas été respectés et nous sommes inquiets pour le caractère équitable de ce procès. Voilà. Nous exhortons la justice ivoirienne à respecter les tests et à respecter les droits de la défense. C'est tout ce que nous voulons. Aux côtés de 82 autres responsables de l'ancien régime, dont l'ex-premier ministre Pascal Afine-Guessant, Simone Gbagbo est jugée pour atteinte à la sûreté de l'État, constitution de bande armée, participation à un mouvement insurrectionnel, trouble à l'ordre public, coalition de fonctionnaires, tribalisme et xénophobie. Son implication dans la crise post-électorale de 2010-2011, qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes, lui a également valu d'être accusé par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité. Mais l'actuel pouvoir ivoirien a toujours refusé son transfert, malgré les réclamations des partis civils. Simone Gbagbo aujourd'hui est en train d'être poursuivi par l'État de Côte d'Ivoire avec comme victime État de Côte d'Ivoire, alors que des lourdes charges pèsent sur elle et ces charges sont de la compétence de la Cour pénale internationale. Son mari, l'ancien président Laurent Gbagbo, attend lui à La Haye depuis 3 ans son jugement qui doit avoir lieu en juillet prochain. C'est donc sur le procès qui reprendra lundi que se sont placés pour l'instant les espoirs des proches des victimes. Il sera également scruté par les bailleurs de fonds du pays et notamment l'Union européenne qui y voit un test judiciaire et démocratique pour la nouvelle Côte d'Ivoire. L'OMS a publié de nouveaux chiffres sur la propagation du virus Ebola. Depuis son apparition il y a presque un an, l'épidémie a tué près de 7700 personnes sur un total de près de 20 000 cas, essentiellement en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, les 3 principaux pays touchés. Bataille pour le contrôle des terminaux pétroliers dans l'est de la Libye. Ce vendredi 26 décembre 2014, le terminal pétrolier d'Al Cedra a pris feu suite au combat opposant les forces gouvernementales aux milices qui tentaient de s'emparer du site. Le croissant pétrolier, qui comprend les terminaux d'Al Cedra, de Ras Lanouf et de Brega, les plus importants de Libye, est le théâtre depuis plusieurs jours d'affrontements. Un premier réservoir avait déjà été incendié jeudi après avoir été touché par une roquette tirée par des miliciens. Les milices de Misrata, quand ils sont subis à une défaite très importante à l'ouest de la Libye, donc ils sont allés directement aux installations pétrolières dans la région où il y a le plus important terminal pétrolier et du port pétrolier qu'on s'appelle la croissance pétrolier libyen, où il y a 60% de pétrole libyen qui est exporté de cette région. Pour certains observateurs, le contrôle des sites pétroliers constitue un véritable enjeu dans la crise libyenne. C'est très important pour les milices de Misrata de contrôler ces moyens pétroliers très importants pour être très fort sur la table de négociation, parce que la communauté internationale maintenant exerce une forte pression sur tous les protagonistes pour trouver une solution pacifique. La crise dans le secteur aurait déjà coûté plusieurs milliards de dollars au pays.
Après un excédent budgétaire en 2012, la Libye a connu un déficit d'environ 5,1% du PIB en 2013 et de 4% en 2014 selon la Banque mondiale. Selon des experts, la production de brut en Libye a baissé à près de 350 000 barils par jour alors qu'elle atteignait 800 000 avant le début des combats le 13 décembre 2014. Un Premier ministre qui joue au golf à Hawaï avec le président américain tandis que son pays est sous les eaux. Les images ont fait un tel scandale en Malaisie que Najib Razak a décidé d'écourter ses vacances. Il rentre au pays ce samedi pour superviser les opérations d'urgence. Depuis plusieurs semaines, le nord du pays affronte les pires inondations des 30 dernières années, conséquence de pluies diluviennes. 5 personnes sont mortes, 100 000 ont été évacuées dans des centres d'hébergement et l'état d'urgence n'a toujours pas été décrété. La situation pourrait encore empirer, d'importantes précipitations sont attendues dans les jours qui viennent. Elles pourraient toucher les régions du sud du pays qui étaient jusqu'ici épargnées. 146 soldats ukrainiens d'un côté, 222 hommes et femmes pro-russes de l'autre. À l'appel de leur nom, ceux qui étaient quelques instants auparavant encore prisonniers s'engouffrent dans les cars et les camions pour retrouver leurs familles. Certains pro-russes reviennent sur leurs conditions de détention. Ils nous ont traités comme de simples criminels, nous ont mis en prison et c'était tout. La justice n'a même pas essayé de nous écouter, décontenté de s'expliquer, tout ce que l'on disait tombait dans l'oreille d'un sourd. Cet échange de prisonniers fait suite aux discussions de paix qui se sont déroulées mercredi en Biélorussie et fait partie des conditions sine qua non pour une paix durable instaurée par le protocole de Minsk signé par Kiev, les rebelles et la Russie en septembre dernier. Mais si ce point a été respecté, le cessez-le-feu prévu par le protocole est lui constamment violé. Il y a 2 jours à peine, un convoi de l'armée ukrainienne a été attaqué, faisant un mort parmi les soldats. Une des voitures était en train de s'arrêter sur le bord de la route. Les rebelles pensaient sûrement qu'elle transportait des hommes parce qu'elle penchait d'un côté. Pour l'heure, les pourparlers entre les différentes parties sont au point mort. Les discussions devaient reprendre vendredi, mais la réunion a finalement avorté, sans qu'aucune autre échéance n'ait été établie. C'est une question difficile car il n'est pas forcément connu. On ne connaît d'ailleurs que son prénom, Saddam. Alors les autorités pakistanaises le présentent comme un commandant important du TTP, le mouvement des talibans pakistanais. Il aurait joué un rôle, il aurait contribué à l'organisation de l'attaque des talibans contre l'école militaire publique de Peshawar. Cependant, il faut bien préciser qu'on ne connaît pas son rôle exact ni l'importance de ce rôle. Alors il aurait été tué jeudi soir lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité. Et hier, les autorités de la province, donc de Khyber, qui est toute proche de la ville de Peshawar où s'est produite l'attaque, eh bien les autorités ont tenu une conférence de presse pour expliquer que ce commandant, Saddam, était derrière diverses attaques à la bombe et derrière des attaques également qui visaient les vaccinateurs contre la polio dans la région qui sont très souvent ciblés. 6 autres complices ont été blessés et arrêtés et seraient en ce moment interrogés par la police. بابا جان اگه برای قایلدم